quel est le bilan qu'on peut retenir de vos actions au sein de ce ministère où vous êtes en poste depuis 13 mois maintenant. Et pour entamer notre entretien, cette première question, Monsieur le ministre, pour planter le décor à l'entame de cet entretien, pouvez-vous nous faire l'état des lieux de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au Niger? Bonsoir, Monsieur Tchemogo, Monsieur Abari, Monsieur Yero. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Faire l'état des lieux du ministère que je dirige depuis quelques mois me donne 13 mois exactement, hein? Exact. Parce qu'on a fait le calcul. C'est ça. Voilà. Cela me donne donc l'occasion de dire la vérité effective, sans donner ni dans l'apologie ni dans l'autosatisfaction. Comme vous le savez, l'histoire de ce ministère se déroule entre naissance, renaissance et résurrection. Il voit pour la première fois le jour en 2005 sous l'appellation ministère de la formation technique et professionnelle chargé de l'emploi des jeunes. Entre 2005 et 2007, ce ministère change à peu près 6 fois de nom et sa dénomination actuelle date, comme vous l'avez dit, du 17 avril 2025. On peut donc dire que ce ministère est un ministère ressuscité qui a seulement 13 mois d'existence. Ce que je voudrais dire également, et vous le savez, c'est que le fonctionnement d'un ministère, la mise en œuvre de la politique sectorielle, le fonctionnement des services, de même que les investissements, dépendent du budget qui lui est alloué. Évidemment, nous avons un budget, il est de 17 milliards de francs CFA. Pour vous donner quelques exemples, tirés au hasard, le Sénégal, par exemple, accorde 123 milliards à ce secteur. La Côte d'Ivoire, 182 milliards. Le Maroc, 244 milliards. Et l'Algérie, 544 milliards. Mais au Niger, nous sommes raisonnables. Nous savons que le pays est en guerre, que les ressources sont rares. Donc, nous ne nous plaignons pas de la modicité du budget. Au contraire, nous tâchons de faire plus avec moins. Nous travaillons également à la mobilisation des ressources externes sans tomber dans la mendicité. Ce que je voudrais mettre en exergue dans cet état de lieu, c'est également 2 traits distinctifs du ministère. Le premier est que le fonctionnement du ministère a été impacté par la mise en place lente du staff, par l'acquisition tardive du matériel de travail, mais aussi par le mouvement des agents entre le secteur de la formation technique et professionnelle et le secteur de l'éducation. Mais il faut dire également que le choix des hommes résolus à travailler pour l'intérêt général a également été un écueil. Le second trait, c'est l'existence dans ce ministère de cette chose qu'on appelle la matière d'œuvre, objet de toutes les convoitises, objet de marchandage et de marché, et donc de corruption. À ce propos, je dois dire que nombre de nos agents répondent de leurs actes devant la COLDEF. En ce qui concerne les agents indélicats qui ont été pris dans les filets de nos propres investigations, ils ont été contraints au remboursement et ils ont été éloignés des postes
dans lesquels ils ont démontré leur capacité de nuisance. Justement, Monsieur le ministre, votre ministère a souffert beaucoup de cette question de gouvernance, notamment au niveau des programmes et projets. Ça doit être un gros chantier pour vous, Monsieur le ministre. Absolument. Et c'est par là que je voulais justement terminer. Je pense que le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel est un chantier immense et je revendique le titre de ministre ouvrier. Alors vous parlez de l'état de votre ministère. Oui. Aujourd'hui, qu'avez-vous comme capacité en termes de ressources humaines et aussi de centres de formation technique et professionnelle? Disons que pour des infrastructures, nous avons 395 établissements, tous niveaux confondus. En ce qui concerne le personnel, nous avons 4444. Là également, cela comprend les bénévoles, les appelés du service civique, les titulaires également. Voilà en gros ce que nous avons. J'aurai l'occasion évidemment de les citer de manière plus approfondie. Monsieur le ministre, Oui. tout à l'heure, vous avez, parlant du budget et de fonctionnement, vous avez parlé de 17 milliards et on a vu la comparaison avec les autres pays. C'est vrai, vous avez dit que c'est compte tenu de la situation financière dans laquelle nous nous trouvons, mais est-ce que, pour être honnête, avec 17 milliards, qu'est-ce que ce ministère peut faire pour pouvoir assurer cette formation technique au professeur aujourd'hui qui a montré vraiment la voie, puisque l'enseignement général ne marche plus, il faut dire la vérité. Maintenant, il faut s'orienter, peut-être on va poser la question plus tard, vers l'enseignement technique et professionnel. Avec 17 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je pose la question. Je l'ai dit tout à l'heure, pour parler franchement, Voilà. On ne peut pratiquement rien faire. Rien faire, voilà. Le budget que nous avons n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Il faut, je pense, si l'on veut obtenir des résultats concrets, multiplier ce budget par 10. Monsieur le ministre, à vous entendre, ça veut dire que vous êtes en train de vous battre pour que ce ministère soit réellement dans des conditions et qu'il puisse répondre au rendez-vous de l'histoire quand on sait que le Niger est un pays qui est en train de plus en plus de s'industrialiser. Le Niger est en train de nigérianiser son pétrole, ses ressources minières, à savoir l'or et l'uranium. Est-ce que, si je pose cette question, est-ce que vous pensez que vous serez au rendez-vous, monsieur le ministre? Parfaitement. Regardez, lors d'une discussion avec mes collègues du pétrole et de l'enseignement supérieur, je leur ai dit, en utilisant une métaphore organiciste, nous formons un corps dans lequel le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche représente la tête parce qu'il produit des ingénieurs. C'est ça. Le ministère du Pétrole représente le tronc parce qu'il abrite les organes vitaux, en l'occurrence le pétrole. Et le ministère que je dirige représente les membres parce qu'il forme des ouvriers. Je pense que il est indispensable que nous soyons au rendez-vous. Dans le pétrole, le gazoduc, dans les mines, il faut que nous formions des ouvriers spécialisés et des ouvriers qualifiés. Ce type de travail a déjà été initié avec les ministères que j'ai cités, enseignement supérieur et pétrole, pour identifier les besoins dont le Niger aura besoin très bientôt dans le domaine pétrolier, dans la construction du gazoduc, pour que déjà nous songions à les former. Avec 17 milliards, monsieur le ministre, aujourd'hui, dans quel état se trouvent les centres de formation technique et professionnelle? Est-ce que ces centres arrivent à fonctionner? Ces centres fonctionnent tant bien que mal. Je l'ai dit tout à l'heure, nous essayons de faire plus avec moins. Il y a des problèmes au niveau des formateurs, il y a des problèmes au niveau des équipements. Il y a également une surpopulation, tant dans les ateliers que dans les classes. Évidemment,
nous travaillons à résorber tous ces problèmes. Et à Bari pour la prochaine. Monsieur le ministre, quelle approche politique pour promouvoir l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Niger, quand on voit tous ces défis que vous avez relevés? Je crois que la promotion de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle passe d'abord par une vision. Il faut savoir ce que l'on veut, où on va, afin de clarifier son itinéraire. C'est pour cette raison, en nous inspirant de la vision du chef de l'État, bâtir un Niger nouveau où toutes les Nigériennes et tous les Nigériens unis et solidaires décident souverainement pour notre patrie dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Nous avons doté le ministère d'une vision qui peut être déclinée de la manière suivante: un enseignement et une formation technique et professionnelle au service de la prospérité, de l'indépendance et de la souveraineté du Niger. Ensuite, cette promotion doit suivre trois avenues. Celle des campagnes de communication, celle du développement justement des infrastructures et l'adaptation de ce que nous offrons au marché du travail. En ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire les campagnes de communication, nous comptons organiser des salons, des foires de l'emploi avec des entreprises d'État, mais également des entreprises privées, ce qui permettra à nos apprenants de s'informer, de s'orienter et de choisir, de faire des choix d'avenir. La promotion passe également par une communication, je dirais, écrite, à laquelle je participe moi-même par mes écrits, mais force est de constater que la portée est réduite. Donc j'ai fait appel à l'art humoristique, incarné par un artiste nigérien de la place, que vous verrez bientôt sur vos petits écrans. En ce qui concerne le développement des infrastructures, cela répond à la nécessité de mettre nos apprenants dans un environnement propice à l'apprentissage. Il faut donc créer plus de classes, plus d'ateliers, plus de laboratoires. Il est essentiel enfin que nous adoptions notre offre aux besoins du marché. Il s'agit d'accorder la priorité au secteur porteur. Dans notre cas, c'est le secteur agricole, c'est le secteur pétrolier, c'est le secteur minier, l'hydraulique, pour ne citer que cela. Voilà, je pense, ce autour de quoi la promotion de notre secteur doit porter. Vous parlez de campagne de communication. Monsieur le ministre, on reproche souvent aux Nigériens, à tort ou à raison, aux jeunes Nigériens de vouloir la bureaucratie. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Nigériens s'intéressent aux travaux manuels, notamment à la formation technique et professionnelle, selon vous? Bien, je pense que vous avez raison. Notre communication doit porter sur ce point. Il s'agit de convaincre nos jeunes qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut qu'on arrive à leur faire croire que les filières que nous offrons mènent à des métiers honorables, par lesquels ils peuvent contribuer à leur communauté et participer au développement du pays. Je pense de ce point de vue qu'il faut également leur donner des modèles endogènes
et leur donner des exemples dont ils peuvent s'inspirer. De ce point de vue, je crois que les lycées d'Ankasawa de Maradi, les lycées Issa Berry ont produit des gens qui ont réussi. Et je pense que leur témoignage à travers des reportages, des conférences, des documentaires pourrait grandement motiver nos jeunes. On dit que souvent, pour les industries surtout, même pour avoir un soudeur, il faut le faire venir de l'étranger. Est-ce une réalité chez nous, Monsieur le ministre? Absolument. Il y a des domaines dans lesquels nous n'avons aucun Nigérien. Dans le domaine sur les champs pétroliers, je me suis laissé dire par mon collègue du pétrole que les soudeurs spécialisés venaient ou du Soudan ou du Pakistan. Non pas que nous n'ayons pas de soudeurs, mais les soudeurs que nous avons sont des ouvriers, disons, spécialisés, mais non qualifiés. Il faut que nous formions des ouvriers qualifiés, c'est-à-dire qui maîtrisent la complexité de certaines techniques. Et j'ai dit tout à l'heure, dans quelque temps, nous en aurons véritablement besoin avec la construction du gazoduc, mais également pour le programme électronucléaire. Est-ce que la formation a déjà commencé dans ce sens pour avoir ces main-d'œuvre? Disons que dans le cadre de la commission mixte algéro-nigérienne, j'en ai traité avec mon homologue algérienne et j'ai insisté sur cet aspect. Très bientôt, où nous enverrons des Nigériens en Algérie pour se spécialiser, ou des Algériens viendront au Niger pour assurer la formation. Mais nous y veillons pour vous dire la vérité. Monsieur, on sait la formation technique et professionnelle, hein, ça c'est du matériel qu'il faut utiliser dans ces écoles. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée précise de la situation du matériel au niveau de ces différents centres? Parce que sans matériel, on ne peut pas parler aujourd'hui de formation professionnelle et technique. Quelle est la situation aujourd'hui de ce matériel au niveau des différents centres dont le ministère dispose? Le matériel, l'état du matériel, c'est la vétusté. Vétusté, voilà. Le matériel est ancien, il faut songer à le remplacer. Mais il y a ce paradoxe également que, au cours de mes visites, j'ai rencontré dans certains centres du matériel performant, comme on dit, dernier cri, qui repose dans des magasins parce que personne ne sait les utiliser. Ouais. Donc il y a là un problème de formation de formateurs. D'accord. Yaro. Monsieur le ministre, il y a quelque temps encore, l'enseignement et la formation technique et professionnelle apparaissaient comme les parents pauvres du système éducatif nigérien. Est-ce que c'est la même tendance aujourd'hui? Sinon, qu'est-ce qui a changé dans la politique du gouvernement en ce qui concerne ce secteur? Là, je pense que être le parent pauvre peut signifier ou être sous-financé, être négligé ou encore être considéré comme secondaire. Est-ce que l'enseignement et la formation technique et professionnelle sont sous-financés? La réponse est oui. Mais nous avons dit tout à l'heure que c'est une situation circonstancielle et passagère. Est-ce que l'enseignement et la formation professionnelle sont négligés? Est-ce qu'ils sont considérés comme secondaires? Je pense que la réponse est non. La tendance dont vous parlez a évolué au sens où la perception que l'on avait de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle a connu des mutations favorables. Sur cette question, j'ai échangé avec nombre de nos concitoyens, avec des parents d'élèves en particulier,
ils sont unanimes à reconnaître l'importance de ce secteur et ils n'hésitent même pas à associer l'avenir de leur enfant à ce secteur et même l'avenir du pays. Donc pour moi, l'enseignement et la formation professionnelle ne sont pas véritablement les parents pauvres. Et je pense que ce qui a changé dans la politique, c'est la vision des plus hautes autorités du pays qui mettent la formation, l'enseignement et la formation technique et professionnelle au cœur de la refondation et qui en font des instruments d'indépendance et de souveraineté. Pour moi donc, nous avons des raisons d'avoir des espoirs, moi j'en ai. La situation est passagère. Voilà. La vision a changé, mais le financement ne suit pas. Comment expliquer cela? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe là, monsieur le ministre? Certainement, je crois avoir dit tout à l'heure que nous sommes en guerre. Il est clair que les ressources affectées à la sécurité des Nigériens, à la sécurité de leurs biens, impactent le budget national. Donc, nous comprenons très bien que notre secteur soit sous-financé, mais je pense encore une fois qu'il y aura des lendemains meilleurs. On va avancer, hein, monsieur le ministre. Pendant longtemps, les centres de formation professionnelle et technique publique sont restés quasiment au même niveau, qu'il s'agisse des filières enseignées, des niveaux de formation et des infrastructures. Qu'avez-vous fait pour améliorer les choses? Disons que ce qui est dit est vrai à propos des niveaux de formation. En effet, depuis la toute première implantation d'un ministère chargé de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, il y a 21 ans, nous n'avons pas encore atteint le niveau supérieur. Nous n'avons pour l'heure que le niveau élémentaire et moyen. Nous formons seulement jusqu'au baccalauréat. Le niveau supérieur n'existe pas. Si ce niveau supérieur existait, il nous aurait permis de former des ouvriers qualifiés et des ingénieurs. Notez que si vous faites une recherche, même empirique, vous allez découvrir qu'il y a une corrélation entre le nombre d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés formés par un pays et son niveau de développement. Par exemple, pour prendre quelques exemples, la Chine forme 1,5 million d'ingénieurs par an. Par an. Et 10 millions d'ouvriers. La Russie en forme 450 000 ingénieurs et 800 000 ouvriers qualifiés. L'Iran, 230 000 ingénieurs et 1 million d'ouvriers. L'Algérie, c'est 10 000 ingénieurs par an et à peu près 300 000 ouvriers qualifiés. Voilà donc, cela nous montre tout le travail qui nous reste à faire. Je précise que la loi qui détermine les principes fondamentaux de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle permet l'ouverture de ce niveau supérieur. Mais rien ne sert de se précipiter. Oui. Il faut aller par étapes. Je pense que nous y arriverons. En ce qui concerne les filières enseignées et les infrastructures, je pense qu'il faut relativiser. Suivant l'évolution du domaine, dans le domaine de la technologie, des nouveaux programmes ont été introduits, des infrastructures nouvelles ont été construites. Je les citerai tout à l'heure au titre des réalisations.
Monsieur le ministre, comment, ce qui est évident, vous avez fait le diagnostic de votre ministère, comment justifier cette léthargie ou bien cet abandon de ce ministère pourtant qui existe depuis 21 ans? Quand on voit le centre de Kalmaharo qui n'a pratiquement pas changé ni bougé pendant autant d'années, le centre de Zender également, mais aussi ce centre que vous avez visité à Maradi qui est pratiquement abandonné, monsieur le ministre. Comment expliquer cette situation? Je pense que jusqu'à une certaine époque, on pensait que l'enseignement et la formation professionnelle et technique étaient le réceptacle des exclus de l'enseignement général, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, un changement dans la vision. L'enseignement et la formation technique et professionnelle sont au cœur de la refondation et perçus comme des instruments de développement. Ce qui explique donc cela, c'est qu'il y a encore quelques années, on pensait, mettons, l'enseignement et la formation professionnelle étaient considérés comme secteur secondaire. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais les partenaires, quand même, avant, ont beaucoup financé dans ce secteur. Alors, pourquoi il n'a pas pu évoluer avec tous ces financements? Je vous parlais tout à l'heure de la difficulté de choisir des hommes et des femmes résolus à travailler pour l'intérêt général. Je vous ai parlé également de cette chose que l'on appelle la matière d'œuvre, qui constitue un véritable problème, objet de détournement, de corruption. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de financement, mais la gouvernance, au moins, n'a pas suivi. Et vous, aujourd'hui, qu'avez-vous fait pour améliorer cette gouvernance, monsieur le ministre? Quels sont les garde-fous, je veux dire, que vous avez pu mettre en œuvre pour empêcher que les anciennes pratiques continuent? D'abord, une des premières mesures, c'est qu'il y a eu un changement dans l'acquisition de la matière d'œuvre. Jusqu'à une certaine époque, les directeurs de centres s'en chargeaient. Ils recevaient pratiquement l'argent et achetaient la matière d'œuvre, ce qui donnait lieu à toutes sortes de déviations. En ce moment, le fournisseur livre la matière d'œuvre au centre sous le contrôle du ministère. On limite donc les dégâts. La seconde mesure, c'est d'ordre disciplinaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont été pris dans les filets de nos investigations ont été obligés de rembourser et ils ont été éloignés de leur poste parce qu'ils ont suffisamment montré leur capacité de nuisance. Je pense que tout le monde aujourd'hui au ministère le sait, on ne touche pas à la matière d'œuvre. Cela sous-entend que vous avez mis en place un dispositif de contrôle assez efficace? Absolument. Les inspecteurs y travaillent. Il y a des visites inopinées et nous demandons aux chefs des centres de nous faire l'inventaire de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont utilisé. Au regard des difficultés, monsieur le ministre, est-ce qu'il n'est pas possible de faire intervenir les sociétés, les industries qui ont quand même besoin de ces ouvriers qualifiés dans leur travail quotidien? Est-ce qu'ils ne pourraient pas être associés à la formation pour avoir de la main-d'œuvre de bonne qualité et à moindre coût sur place? Absolument, vous avez raison. D'ailleurs, la politique de l'enseignement, la mise en œuvre de la politique de l'enseignement et de la formation professionnelle au Niger relève à la fois de l'État, des collectivités territoriales et du secteur public. J'ai initié il y a quelque temps
des rencontres avec les collectivités territoriales pour les amener à participer à la mise en œuvre de cette politique. Et j'entends faire la même chose avec le secteur privé dans le sens que vous venez de définir, c'est-à-dire les réunir, voir ensemble comment nous pouvons faire avancer les choses, quels sont leurs besoins, comment nous pouvons les combler et quelle serait leur participation. Monsieur le ministre, vous l'avez donné quelques chiffres, mais on va aller beaucoup plus précis en termes de capacité, effectifs et infrastructures notamment. De quoi dispose votre ministère? En ce qui concerne les effectifs, les apprenants d'abord, nous avons 96 658, dont 43 151 filles. En ce qui concerne les enseignants, nous avons 4 444 enseignants titulaires. Cela comporte les titulaires, les contractuels, les bénévoles et les appelés du service civique. En ce qui concerne les établissements, nous disposons de 395. Pour les classes, nous avons 1610. Le ratio disons que la norme est de 50 par classe, mais en ce moment, nous en avons 60. Pour les ateliers, nous avons 790. La norme est de 20 apprenants par atelier. Nous en avons 122. Comme vous le voyez, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils nous disent la nécessité de faire plus. Monsieur le ministre, parlant des infrastructures, j'ai une question à demander. Les chantiers non achevés, puisque même le ministère de la formation professionnelle et technique aussi a connu ces chantiers non achevés, puisqu'on a donné des marchés à des tâcherons qui n'ont jamais fini. Où est-ce qu'on en est par rapport à ces chantiers non achevés? Je parlais tout à l'heure de certains de nos agents qui sont devant la COLDEF. Il s'agit notamment de ces chantiers non achevés. Disons que les directeurs de centres en service à l'époque et les fournisseurs, les entrepreneurs ont été convoqués et on a intimé au second de poursuivre et d'achever les chantiers. Parlant de la matière d'œuvre dont vous avez évoqué, c'est juste pour savoir, parce que cette matière d'œuvre, c'est ça qui permet, en tout cas, à ces écoles de formation de tourner. Est-ce que cette matière d'œuvre aujourd'hui, elle est, si vous avez en quantité, parce que souvent, on nous dit quand on commande, il y a des ruptures avant la fin de la formation. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau de cette matière d'œuvre qui est nécessaire à la formation technique et professionnelle? En ce qui concerne cette année, la matière d'œuvre, il n'y a pas eu de rupture ni d'insuffisance de la matière d'œuvre. Les examens qui ont été lancés récemment nous ont permis de le constater. Et c'est des commandes toujours pour cette matière d'œuvre à l'extérieur ou bien ici même, ici sur place, peut-être on trouve cette matière d'œuvre ou pas? Parce que je sais qu'il y a aussi ce problème. Des commandes souvent qu'on fait, comme les fournitures, souvent qui prennent assez de temps. Est-ce que ce problème est réglé? C'est des commandes ou c'est sur place qu'on trouve cette matière d'œuvre aujourd'hui? La matière d'œuvre, vous savez, c'est les fournitures, le matériel, tout ce qui est consommable, Tout à fait. qui est nécessaire pour les travaux pratiques. Évidemment, selon les filières, ça change. Par exemple, pour la maçonnerie, c'est le ciment, c'est le fer à béton. Pour l'élevage, c'est des animaux. Pour l'agriculture, c'est des céréales. L'essentiel de la matière d'œuvre est procuré ici même au Niger. Évidemment, nous avons insisté pour que tout ce qui peut être procuré au Niger le soit. Monsieur le ministre, pour l'année en cours, cette année donc, quelles sont vos réalisations et projets essentiels en cours que les Nigériens doivent retenir?
Bien, les projets sont foisons et multiformes. Nous parlions tout à l'heure d'infrastructures, restons-y. À ce niveau, les réalisations portent d'abord sur la sécurité. C'est qu'au cours de mes visites à l'intérieur du pays, j'ai constaté que nombre de nos écoles étaient construites au milieu de nulle part, sans aucune protection. Or, sans sécurité, il ne saurait y avoir ni enseignement ni formation de qualité. C'est donc dans le souci de mettre nos apprenants, nos enseignants, nos équipements, nos matériels à l'abri de dangers multiformes que j'ai lancé l'opération dite Zéro école aux 4 vents. Et cela a permis de construire déjà 8 murs de clôture en construction ou en cours de construction. 12 ateliers sont en construction, 10 classes sont en construction. Au titre des réalisations, il y a eu la création en novembre 2025 de 3 nouveaux lycées professionnels, un à Niamey, un à Maradi et un à Tillabéri. Il y a eu la création également en novembre 2025 d'un centre de formation professionnelle et technique à Niamey, la création d'un centre de formation professionnelle pour les veuves et les orphelins de guerre à Zender, la création de 3 lycées agricoles à Guidimouni, à Madawa et à Belendé. Nous avons obtenu avec la coopération algérienne la réhabilitation et l'extension du lycée de l'amitié Algérie-Niger. Nous entendons dès la rentrée prochaine envoyer une centaine de formateurs et d'étudiants en formation en Algérie et au Maroc. Pour les programmes, plusieurs programmes de formation ont été élaborés. Dans le domaine des industries pétrolières, dans la gestion de l'environnement, dans le génie électronique, la maintenance, réparation automobile, la mécatronique et l'énergie solaire photovoltaïque. Il serait fastidieux que je cite les textes législatifs. Je me limite à dire que 3 projets d'ordonnance ont été initiés, 3 projets de décret, 32 arrêtés. Mais je voudrais faire ici une mention spéciale à un texte à caractère juridique, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il s'agit de l'engagement dit de Maradi que j'ai signé le 9 mai dernier à Maradi entre le ministère de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle et les collectivités territoriales. Ce texte vise à amener les collectivités territoriales à occuper leur place dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Qu'espérez-vous de cette initiative de façon concrète? Voilà. Vous savez, j'ai coutume de dire que je suis philosophe, mais le plus concret des philosophes. Ce que j'attends de cette coopération, c'est que chacun fasse de son mieux, ne serait-ce que pour construire un mur d'enceinte, participer à l'achat de la matière d'œuvre, donner des occasions de marché au CFM, à nos établissements. La mairie peut, par exemple, envoyer ses voitures, son mobilier en réparation dans nos centres.
Monsieur le ministre, pour parler au plus précis, quand on voit tous ces chantiers, toutes ces ambitions, la formation des cadres qualifiés, vous dites que vous faites beaucoup avec peu, on peut le comprendre. Prenons le cas par exemple de la maçonnerie. Aujourd'hui, pour rien que les chantiers à Niamey, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas accélérer ces secteurs en matière de formation pour amener des jeunes à perfectionner au niveau de la formation leur façon de faire? La maçonnerie, l'électricité, la mécanique auto. Aujourd'hui même pour réparer un véhicule, il faut le prendre pour l'amener dans les pays voisins. Est-ce qu'il ne faut pas, avant d'entamer les grands chantiers, renforcer ces petits chantiers qui existent déjà dans notre pays? Certainement. Vous avez raison. Vous avez cité le cas du bâtiment. Ce problème existe également dans d'autres secteurs. La soudure, la chaudronnerie, la menuiserie, etc. Le problème n'est pas que nous n'avons pas des ouvriers dans ces domaines. C'est la formation. C'est la formation, absolument. Et la formation vraiment spécialisée et qualifiée. C'est ça qui nous manque. Vous savez, en ce qui concerne par exemple la maçonnerie, la menuiserie, nous n'avons pas certaines filières telles que la finition. Il y a des maçons finisseurs, il y a des ponceurs, il y a des polisseurs. Nous n'avons pas tout cela. Et je pense que pour renverser la vapeur, il faut que nous spécialisions nos ouvriers. Encore une fois, lors de ma rencontre avec mon homologue algérienne, j'ai insisté sur ce point. Très bientôt, je pense en mai, au début juin, pardon, déjà une équipe technique algérienne se rendra sur place et la priorité sera vraiment d'insister sur les questions de finition. Toujours au niveau de la formation, il est reproché souvent à nos jeunes formés de ces écoles un problème d'éthique, monsieur le ministre. Absolument. Ce n'est peut-être pas très décent de le dire, mais il faut quand même le dire. Je pense que même à compétences égales, l'ouvrier étranger a un atout. C'est-à-dire qu'il connaît les b.a.-ba de la relation clientèle, ce qui n'est pas le cas de nos ouvriers. Là se pose la nécessité d'insister sur les cours d'entrepreneuriat. Je pense que sur ce point, il y a deux choses. D'abord, le manque d'initiative provenant de nos centres de formation, incontestablement. Mais il y a également, je pense, une question administrative. Sur le plan légal, nos centres ne sont pas autorisés à fournir certains services. Si cet écueil est levé, je pense qu'on irait vers l'autonomisation. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué les préparatifs de la rentrée scolaire prochaine. Mais en attendant, revenons sur cette année pour demander comment cette année-là s'est vraiment déroulée sur l'ensemble du pays et dans les différents centres. Et les examens, puisqu'on sait qu'on est bientôt, on sera dans la période des examens. Comment ces examens se préparent à votre niveau? Voilà. Il y a déjà eu le lancement des épreuves sportives. Il y a eu tout récemment le lancement officiel du CQP à Difa. Selon les informations qui me parviennent, tout s'est passé dans les meilleures conditions. Il y a d'autres examens à venir, le CAP, le BEP. Selon là également les informations dont je dispose, tout est mis en œuvre pour leur bon déroulement. Lors du lancement des épreuves sportives, il m'a été donné de remarquer que la note 0 en éducation physique était éliminatoire.
ce que j'ai trouvé tout à fait absurde. J'ai demandé des explications. L'explication qui m'a été donnée est que dans certaines filières, il faut être en bonne forme. Mais l'absurde, c'est que je ne pense pas que cela puisse être déterminé à partir de l'épreuve d'éducation physique qui ne dure que quelques heures. J'ai donc pris un arrêté pour supprimer cet arrêté. Autrement dit, la note, l'éducation physique reste obligatoire, mais la note 0 n'est plus éliminatoire. Parce qu'il y a eu des cas où des élèves brillants, m'a-t-on dit, qui avaient des moyennes très élevées, 16, 17 de moyenne, ont été victimes de cet arrêté. Pour résumer, tout se déroule dans les meilleures conditions. En tout cas, jusqu'à date, je n'ai reçu, on ne m'a signalé aucune difficulté. D'accord. Réaction? C'est vous. D'accord. Monsieur le ministre, l'enseignement professionnel et technique est délaissé au privé parce que l'essentiel de l'offre vient des écoles privées. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Je pense que l'enseignement et la formation technique et professionnelle aient un visage privé est une impression largement partagée. D'accord. Mais la réalité est tout autre. En vérité, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas le cas du privé. Mais voici quelques chiffres qui permettent de lever l'ambiguïté. Nous disposons de 395 établissements. Le privé n'en a que 164. En ce qui concerne les classes, nous avons 1610. Le privé en a 1157. Pour les ateliers, nous disposons de 790 contre 203 pour le privé. En ce qui concerne les apprenants, je l'ai cité tout à l'heure, nous avons 96 658 apprenants. Le privé en a 22 044. Pour les enseignants, nous avons 4 444. Le privé en a 1151. Je crois donc que cette impression vient du fait que le privé est plus présent dans la capitale, notamment à Niamey, et que sa communication est sans doute plus porteuse que la nôtre. Par exemple, à Niamey, nous n'avons que 16 établissements contre plus d'une centaine pour le privé. Je pense que c'est de là que vient cette impression. D'accord. Par rapport au privé, monsieur le ministre, oui. Un de vos homologues que nous avons reçu sur ce même plateau disait que l'écrasante majorité des apprenants s'inscrivent dans la finance banque. Or, il n'y a que 14 banques, une dizaine de banques à Niamey. Donc, l'adéquation profil-emploi, que fait votre ministère pour que, aussi bien pour que dans le privé également, les filières enseignées soient quand même, reflètent les besoins du pays et non tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Absolument. La vérité est que pour nombre d'établissements privés, nous ne savons pas exactement ce qui s'y passe. Nous n'élaborons pas les programmes, nous n'organisons pas les examens. Je pense donc qu'il y a de l'ordre à mettre dans ce domaine. En perspective, vous vous y préparez? Bien entendu. Je pense qu'ici un problème a été posé, celui des écoles privées de santé. Voilà, le problème a été évoqué ici. C'est un problème qui date en vérité de 2022. Mais avant, il faut connaître la procédure pour l'ouverture d'une école de santé. Quand le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle reçoit une demande,
il l'envoie au ministère de la Santé pour avis technique. Quand l'avis technique est favorable, c'est à ce moment-là que le ministère accorde l'autorisation d'ouverture. J'ai dit donc que cette question remonte à 2022. C'est en 2022 qu'un arrêté ministériel a fermé, je pense, 8 établissements dans les chefs-lieux de département. Oui. Et il semble que déjà c'était de manière illégale. Le directeur de la législation de l'époque n'a même pas apposé son visa sur l'arrêté. Entre-temps, évidemment, la question a été portée devant la justice et je pense le 9 décembre 2024, le ministre chargé de la Santé a écrit au ministre chargé de la formation professionnelle pour signifier que désormais, il ne donnerait plus son avis technique. Cela en vue d'engager des réformes sur la qualité et le suivi des écoles. Mais le 11 mars dernier, la Chambre administrative de la Cour d'État a rendu un arrêté qui annule l'arrêté de fermeture. Voilà donc la situation. En ce qui me concerne, je pense que la santé des Nigériens est une chose importante et que toutes les parties concernées, c'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère de l'enseignement technique et professionnel, de même que le secteur privé, doivent s'asseoir pour trouver ensemble une solution. Monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions quand on sait que la formation professionnelle et technique favorise quand même l'auto-emploi dans un contexte de chômage? Faut-il donc aller vers plus d'enseignement technique et professionnel comme levier de lutte contre le chômage et vecteur de notre développement? Il n'y a aucun doute à ce propos. Je pense que l'enseignement et la formation technique et professionnelle constituent des leviers pour lutter contre le chômage. Mais pour cela, il faut travailler à établir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Il faut également créer des conditions de passage rapides entre l'école et l'emploi. Les formations pratiques et l'entrepreneuriat permettent à nos jeunes de créer leurs propres emplois, donc de contribuer à l'économie du pays et à son développement. Je suis de ceux qui pensent que l'enseignement technique et professionnel doit être introduit dès le primaire, de manière pratique et ludique, par exemple par le dessin, le modélage, la découverte des mécanismes, des machines, des outils, et également au niveau secondaire par une combinaison d'enseignement général et d'enseignement technique. Je pense que cela, il faut aller, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense qu'il faut aller de plus en plus vers un enseignement pratique. Monsieur le ministre, ici, il y a ces jeunes-là que souvent votre ministère accompagne, soit à travers un programme spécial, soit des jeunes issus de centres pénitentiaires et qui sont dotés de matériel, soit par exemple en soudure ou en maçonnerie, mais qui plus tard, en matière de gestion, de gouvernance, encore la même question qui revient, disparaissent dans la nature, ne continuent. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous faites pour vraiment davantage accompagner ces jeunes ou les amener vraiment à poursuivre ce type d'activité sur le terrain? Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Voilà. Justement, qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait ce suivi et qu'il y ait une nouvelle donne, en fait? Voilà. Nous sommes en train de nous organiser au ministère pour instituer une méthode de suivi. Parce qu'en vérité, nous ne l'avons pas. Il arrive très souvent que à la fin d'une formation, on donne des kits pour accompagner les finissants, mais le matériel, m'a-t-on dit, se retrouve à Katapou. Bien sûr. Voilà.
Je pense qu'une manière de parer à cela, c'est de plus en plus mettre les jeunes ensemble pour que ce matériel ne disparaisse pas, pour qu'ils aient conscience, mettons, qu'ils travaillent en équipe et sachent que tous travaillent, les uns travaillent pour les autres. Je pense que c'est la formule communautaire et la meilleure. Pour vous aujourd'hui, je pose cette question, il faut peut-être juste laisser tomber l'enseignement général pour l'enseignement technique ou pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que s'il faut aller plus vers l'enseignement, oui, parce qu'on forme dans l'enseignement général, ils sont nombreux qui sont là, malheureusement à la sortie, qui n'arrivent pas à faire un métier parce qu'ils n'ont rien appris. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète dans le cadre de cette refondation que nous vivons? Parce que c'est pour changer les comportements, c'est pour changer les mentalités. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut peut-être tendre vers cette formation technique et professionnelle que l'enseignement général? Non, je pense pas. Quelle est votre idée? Je ne pense pas qu'il faut abandonner l'enseignement général. Il est quand même utile, ne serait-ce que pour l'acquisition de connaissances, même générales. Mais qui ne servent à rien, puisque les gens ont cet enseignement général, mais ça a servi à quoi dans leur vie professionnelle, entre nous? Bien, je pense que c'est juste pour parler et écrire. Ah oui? Je ne sais pas. Vous voulez m'amener à déprécier ma marchandise? Non, je pense très franchement qu'il faut aller de plus en plus vers un enseignement technique et professionnel. Voilà. Il faut peut-être aller vers des collèges et des lycées polyvalents, mettre un peu plus de doses de technique et de sciences. Et je pense d'ailleurs que c'est vers cela que nous allons nous diriger nécessairement. D'accord. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur le ministre, que de commencer à enseigner l'enseignement professionnel et technique dans les primaires, les collèges, quand on sait qu'il y a déjà une révision des programmes scolaires en cours, est-ce qu'on peut l'espérer déjà? Est-ce que c'est dans le pipeline? Ou est-ce que vous avez fait le plaidoyer pour cela? C'est déjà en cours. Nous avons reçu il y a quelques mois une correspondance venant de la primature qui nous enjoint de revoir les programmes en y introduisant plus de technique, plus de sciences. Nos équipes sont en train d'y travailler en ce moment. Au niveau du primaire, je parle de l'enseignement au primaire et au collège. Non, moi, ce qui relève de mon domaine, c'est l'enseignement technique et professionnel. Oui, justement, Monsieur le ministre, on révise les curricula. Il y a un comité qui travaille là-dessus aujourd'hui. S'il faut insérer l'enseignement professionnel et technique dans l'enseignement général, c'est l'occasion. Donc, ma question est de savoir, est-ce que c'est déjà en cours? Est-ce que le processus est enclenché au niveau de ce comité? Que je sache, non, mais je pense que les deux ministères sont condamnés à travailler ensemble. Et il me semble que dans ce comité, on songera à ces questions. Évidemment, nous recevons, en fin de compte, notre clientèle vient de l'enseignement général. Et si déjà on leur donnait une base, cela nous faciliterait grandement la tâche. Alors pour poursuivre, Monsieur le ministre, les centres et écoles de la formation professionnelle et technique sont principalement dans les zones urbaines. Le monde rural s'en trouve dépourvu. Que faites-vous pour un meilleur maillage territorial au niveau national, Monsieur le ministre? Je pense que j'ai d'une certaine manière répondu à cette question. En disant tout à l'heure que nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. L'impression que le privé est à la base de l'essentiel de l'offre et que la formation technique et professionnelle avait un visage privé tombe dès lors. Je puis vous dire que nous avons même une direction centrale dédiée uniquement au monde rural.
Nous avons au moins un établissement dans chaque commune. Donc, sur les 266 communes. oui, absolument. Partout, vous trouvez, il y en a des communes où il y en a même plus d'un établissement. Nous avons 292 CFM. Il y en a dans chaque commune. Face aux besoins, monsieur le ministre, faut-il renforcer cette présence au niveau des différentes communes? Est-ce que vous avez un projet dans ce sens de vouloir vraiment renforcer votre présence sur le terrain face vraiment aux besoins, quand on sait qu'aujourd'hui on a ce besoin d'amener les jeunes vers plus d'auto-emploi, vers plus d'engagement, vers plus d'oisiveté? Absolument. Je pense qu'il faut amener les communes vous avez parlé de cette rencontre, oui, bien sûr. À s'impliquer plus. J'ai rencontré déjà les communes Zender, Maradi et Difa. Évidemment, ces rencontres vont s'étendre aux autres collectivités territoriales. Je pense que tout se décide au niveau de la commune. Il faut que, pour occuper les jeunes, nos offres soient adaptées aux besoins locaux. C'est dans ce sens que nous comptons travailler. L'ambition y est, monsieur le ministre, il faut créer ces centres, il faut amener les communes à s'engager davantage, mais on sait que l'installation d'un centre de formation professionnelle coûte très cher, monsieur le ministre, et on connaît les ressources de ces communes. Est-ce que vous comptez les appuyer dans ce sens-là, vous-même? Financièrement, bien sûr, monsieur le ministre, tenant compte de vos moyens. Absolument. Vous faites bien de le dire. Nous ferons ce qui est à notre capacité. Là également, je pense qu'il faut relativiser. Il y a des communes qui sont à la hauteur de la tâche. Mais je pense que dans le cadre d'une collaboration, je dirais tripartite, ministère, collectivités territoriales, associations et organismes internationaux, nous pouvons trouver les ressources nécessaires. L'un des programmes les plus importants de la refondation, c'est l'autosuffisance alimentaire à travers le programme Grande Irrigation. Monsieur le ministre, on n'a pas l'impression que votre ministère est actif dans ce programme. Or, vous avez des filières qui forment dans le secteur agricole. Pourquoi? Là également, je pense que c'est une impression. Nous accordons beaucoup d'importance à la filière agriculture et transformation. À ce propos, nous avons même un projet avec le programme Grande Irrigation pour former des ouvriers dans ce domaine. Monsieur le ministre, dans un article que vous avez publié, et c'est rare pour un ministre, vous dénonciez certaines tares de l'administration publique, notamment le comportement de certains agents des ministères. Alors, qu'avez-vous fait pour remettre au travail les agents du ministère de l'Enseignement et de la formation technique et professionnelle? Bien, je pense que vous voulez savoir si je suis un cordonnier mal chaussé. Voilà. Eh bien, je puis vous dire que je porte des bottes et que je m'y tiens droit. D'abord, la ponctualité. Un registre de pointage est installé à l'entrée du ministère. Les heures d'entrée et de sortie sont notées. Il est pour le moment manuel, mais bientôt il sera électronique. Ensuite, l'assiduité. Les inspecteurs y veillent scrupuleusement. Il y a des visites inopinées. Moi-même, j'en fais souvent. Même hier, j'en ai fait. J'ai donné carte blanche aux inspecteurs pour appliquer les sanctions prévues, déjà prévues. Toutes les directions ont reçu pour instruction d'expliquer leur attribution à leurs agents. Il leur a été également demandé de porter à la connaissance de leurs agents la lettre de mission adressée au ministre, parce que s'il est vrai que
cette lettre est adressée au ministre, elle ne peut être menée qu'avec la collaboration de tous. Ensuite, nous avons fait appel au Haut Commissariat à la modernisation de l'État pour renforcer les capacités du personnel du ministère. Des formations ont été offertes aux cadres dans le domaine du management stratégique et directorial sur les responsabilités et les rôles des directeurs généraux. Pour les autres agents du ministère, la formation a porté sur, je veux parler des chauffeurs et autres, sur la sécurité routière et sur le secourisme. Par ailleurs, j'ai mis en place un comité de veille dont une des attributions est d'examiner les termes de référence, leur pertinence, leur utilité et leur nécessité. Désormais, je pense que toutes les missions qui seront organisées à la veille des fêtes, Tabaski, etc., ont très peu de chances de passer. Je pense que une nouvelle dynamique a vraiment été donnée au ministère. La collaboration et le travail d'équipe tendent à être une tradition. Je peux dire que les agents du ministère consentent à des sacrifices pour atteindre des objectifs communs. D'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de leur exprimer ma reconnaissance et mes remerciements. Voilà, je pense que vraiment une dynamique nouvelle a été insufflée au ministère et que nous sommes en voie d'atteindre la vitesse de croisière. Et comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Quel était le déclic pour cette situation dont vous venez de décrire? C'est le constat que vous avez pu faire au niveau du ministère ou qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Absolument. Quand vous êtes arrivé? Voilà. Les gens ne travaillent pas? Les gens ils viennent en retard? Il y avait tout ce que j'ai dénoncé. Voilà. C'est un laisser-aller? Voilà. Tout ce que j'ai dénoncé l'a été sur la base de ce que j'ai observé au ministère. Mais avant d'écrire cet article, monsieur le ministre, 3 mois ou 4 mois juste après votre prise de service, vous avez pris le temps de diagnostiquer tout ce qui se passe dans votre ministère. Vous avez tenu une réunion de cadres que nous avons couvert où vous avez décrit tous ce comportements-là. Mais cela ne vous a pas empêché d'écrire cet article. Pour ceux qui l'ont lu, j'avoue que je l'ai lu aussi. D'aucuns disent que vous avez décrit votre ministère, tout ce qui se fait dans votre ministère. Pourquoi réécrire encore un article alors que par le passé, quelques mois auparavant, vous avez déjà rappelé à l'ordre vos cadres? Ce n'est pas exactement le retour que j'ai reçu. Je puis vous dire qu'un nombre de mes collègues m'ont dit, en lisant cet article, ils avaient l'impression que je parlais de leur ministère. Donc, vous faisiez un bilan global, voilà. C'est ça? Voilà. Une situation générale. Mais d'aucuns disent que c'est votre ministère que vous avez décrit au quotidien. Je pense que c'est général. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, avec ces mesures, les gens ne viennent plus en retard. Il n'y a plus de fada, entre guillemets, sous les arbres au niveau de votre ministère. Hier même, j'ai fait une visite inopinée, plus de fada, tout le monde était là. Et ceux qui étaient absents l'étaient pour des raisons vraiment professionnelles. Voilà. Que faut-il retenir de l'expérience du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, monsieur le ministre? Ici, on parle de l'expérience sur tous les angles. Okay. Bien. Disons que le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage a comme mission essentielle d'appuyer les apprentis, de financer les formations des jeunes, de soutenir les entreprises, d'appuyer les institutions. En juger par les chiffres que je vous donne, cela pour cette année, 2640 jeunes ont été placés en entreprise, 1811 formateurs et agents d'entreprise ont été formés, 50 jeunes diplômés ont été reconvertis
40 maîtres artisans ont été appuyés en équipement et 2000 kits ont été offerts pour accompagner les jeunes. Je dis donc que si j'en juge par ces chiffres, on peut dire que l'expérience est satisfaisante. Mais il y a toujours moyen de faire plus. Le FAFPA aussi, c'est cette gouvernance, monsieur le ministre. Beaucoup se sont retrouvés de l'autre côté, je veux dire derrière les barreaux, monsieur le ministre. Je pense que nous allons regarder tout cela de près. Et pour le FAFPA et pour les autres services qui dépendent de nous, nous exigerons des contrats de performance. Alors, monsieur le ministre, dans le cadre de la Confédération AES, qu'avez-vous initié en relation avec vos autres collègues du Mali et du Burkina Faso concernant l'enseignement technique et la formation professionnelle? L'harmonisation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle est déjà inscrite dans la feuille de route de l'AES. Il s'agira de mutualiser les programmes, d'avoir des diplômes d'égale qualité au Burkina Faso, au Mali et au Niger, de répondre aux besoins du marché du travail du Sahel central, mais également de permettre la mobilité des travailleurs. Tout ça, je pense que d'ailleurs, dès 2024, la ministre malienne en charge du secteur avait proposé avait pris une initiative. Je pense donc qu'il ne sert à rien de réinventer la roue. Notre contribution consistera à l'améliorer. Déjà, nous avons nommé un point focal qui participe aux discussions et nous apporterons notre contribution dans l'intérêt confédéral. Monsieur le ministre, quel cadre approprié de mesure des résultats et d'appréciation de la performance des actions de votre département ministériel avez-vous mis en place et quelles sont les perspectives majeures attendues de votre département? Bien. Je pense que cette question renvoie en fait à la lettre de mission que nous a été adressée par le président de la République. Cette lettre de mission s'articule autour de 6 points. Le 6e point concerne la mise en place d'un cadre approprié de mesure de résultats. Les 5 autres concernent les perspectives majeures attendues du ministère. En ce qui concerne les mesures de performance, qu'il me suffise de citer les indicateurs qui ont été mis en place. Pour la qualité de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, il a été retenu le taux de scolarisation, le taux de réussite au certificat d'aptitude professionnelle, le taux de réussite au brevet d'études professionnelles et pour l'insertion des sortants dans les secteurs socio-économiques ont été retenus comme indicateurs le taux d'emploi, le taux de chômage, pour la gestion, le pilotage du système et l'efficacité des actions, le taux d'exécution physique du plan annuel prévisionnel et le taux d'exécution financière du plan dont j'ai parlé. Évidemment, comme vous le savez, nous venons à peine de nous installer. Oui. Les enquêtes, les sondages sont en cours. Nous ne disposons pas en vérité de chiffres fiables pour le moment. Les 5 autres points, j'ai dit, concernent les attentes et on peut les résumer de la manière suivante. Ce que l'on attend de notre ministère, c'est offrir un enseignement et une formation technique et professionnelle de qualité, tournée vers la modernité, qui répond aux besoins du marché du travail, qui favorise l'employabilité et l'insertion des jeunes
en tenant compte du contexte socio-culturel du Niger. Voilà donc ce qui est attendu de nous. Vous venez de parler d'un enseignement de qualité au niveau technique. Alors comment assurer cet enseignement de qualité quand on a des problèmes de recrutement? Parce que même votre ministère, aujourd'hui, pour de la vérité, il est confronté à ce problème de recrutement parce qu'il y a beaucoup d'agents, de contractuels qui attendent. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour solutionner ce problème en parlant de qualité? Bien. S'agissant des contractuels, parmi les 2015, nous avons à peu près entre 600 et 700 qui nous reviennent. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et le nombre qui attend, c'est combien exactement? Si on peut avoir une idée de ceux qui attendent aujourd'hui d'être recrutés au niveau du ministère de la formation professionnelle et technique. Vous en avez combien qui attendent aujourd'hui comme civicaires, pas civicaires, comme contractuels? Autour de 3000 qui attendent. Qui attendent. Oui. Et c'est 600 postes qui ont été... Exactement. D'accord. Voilà. Le problème est celui vraiment de la formation des formateurs. Ouais. Il faut que nous mettions l'accent sur cela. Encore chaque fois que j'ai l'occasion d'établir des conventions ou des ententes, j'insiste particulièrement sur ce point. D'autant plus que certaines formations ne sont pas de longue durée. Ouais. Ça peut varier entre 6 et 12 mois. Voilà. On peut envoyer des Nigériens à l'extérieur ou des formateurs étrangers peuvent venir assurer cette formation. C'est ça. Cela, j'y tiens beaucoup et j'insiste chaque fois que l'occasion m'est offerte. Le deuxième niveau de la question, Monsieur le ministre, ce sont les perspectives majeures attendues de votre département. Les perspectives renvoient aux ambitions que je nourris pour ce ministère. Mon ambition à moi est de lever au sein de la population la plus jeune, on ne le dit pas assez, nous avons au Niger la population la plus jeune du monde. Mon ambition est donc de lever une armée de travailleurs, ouvriers spécialisés, ouvriers qualifiés et ingénieurs qui construisent des routes, des ponts, qui élèvent des édifices, qui de proche en proche élèvent le Niger au niveau de l'autosuffisance, au niveau de l'indépendance et de la souveraineté. Pour ça, encore une fois, il faut des moyens qui soient à la hauteur de nos ambitions. Votre dernier mot, votre dernier message? Comme nous l'avons vu, les défis sont colossaux, mais ils ne sont pas plus forts que notre détermination et notre volonté. J'appelle donc tous les agents du ministère, les collectivités territoriales, le secteur privé, les enseignants, les apprenants, les parents d'élèves et les syndicats à l'Union pour que, ensemble, nous surmontions ces écueils. Et je pense que nous le pouvons. Merci. Merci, monsieur le ministre, pour cet entretien. Vous avez beaucoup insisté dès le début de cet entretien sur la gouvernance. Et on a bien vu ce que vraiment vous êtes en train de faire à la tête de ce ministère. Parce que sans gouvernance, on ne peut pas réussir quoi que ce soit. Et c'est très bon aujourd'hui d'instaurer cette gouvernance. Et on a vu même à l'intérieur du pays les missions que vous avez effectuées et à l'intérieur du pays. Les échanges que vous avez eus, c'est toujours pour que les choses puissent aller de l'avant dans cette gouvernance. Et je pense que c'est une très bonne chose que vous êtes en train de faire à la tête de ce ministère. Même si 17 milliards pour le budget du ministère, comparé aux autres pays, et pour un pays où on veut aller vers la formation technique, monsieur le ministre, c'est insuffisant. Et j'espère que peut-être vous allez faire le plaidoyer pour que ce budget puisse être revu à la hausse pour assurer. Parce que l'enseignement général a montré ses limites, ça c'est la vérité. Il faut maintenant de plus en plus compter vers l'enseignement vraiment technique. Et j'espère que vous allez faire ce plaidoyer au moins pour pouvoir augmenter ce budget de 10 fois comme vous l'avez dit. Parce qu'on a vu dans d'autres pays 500 milliards
Et voilà, donc vraiment merci pour cet entretien et on vous souhaite vraiment une très bonne chance et du courage pour la suite de vos activités. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien avec le ministre de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle, professeur Farmo Moumouni, qui a présenté le bilan des actions de son ministère où la formation professionnelle et technique reste un défi majeur pour permettre à toute cette jeunesse d'avoir une formation technique à même d'aider à trouver un emploi qui préoccupe énormément notre jeunesse. Excellente soirée à tous. Au revoir. Palais de Koulouba Ouagadougou, cet après-midi du 2 juin 2026. Le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, reçoit son homologue de la République du Bénin en tournée diplomatique près de 2 semaines après son investiture. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale dans un contexte de lutte sans merci contre le terrorisme, mais également de l'affirmation de la souveraineté et de l'identité africaine. L'axe Ouagadougou-Cotonou se dynamise. Un nouveau souffle lui est impulsé depuis la capitale burkinabé sous le leadership éclairé des 2 chefs d'État. À l'issue des concertations de haut niveau, dans un esprit de fraternité, d'amitié, surtout de bon voisinage, le ministre burkinabé des Affaires étrangères fait ici la lecture du communiqué final. Une déclaration comportant 15 points, avec en primo la lutte contre le terrorisme. Un terrorisme aux oripeaux impérialistes qu'il faut combattre avec également l'arme de la solidarité et de la concertation des pays du Sahel et des Grands Lacs. Le communiqué de Ouagadougou révèle aussi la volonté des 2 États à renforcer la coopération économique dans les domaines comme le commerce, l'industrie, l'artisanat, la formation professionnelle et technique, les infrastructures de transport, de la logistique et du transit. Aux discussions s'ajoute également la question du port autonome de Cotonou qui doit désormais jouer un rôle de renfort stratégique pour l'approvisionnement du Burkina Faso. La visite du chef de l'État béninois se veut un message fort. C'est lui qui balaie de revers de la main l'idée que l'espace confédéral AES est fermé au reste du monde. Une visite diplomatique d'une journée qui a visiblement rempli toutes ses promesses en matière de renforcement des partenariats. Le président béninois Romuald Wadagni salue la vision et les actions du chef de l'État burkinabé pour le bonheur des populations. Une visite d'amitié et de fraternité du capitaine Ibrahim Traoré au Bénin est même souhaitée par le président Romuald Wadagni. L'hospitalité légendaire, la coexistence pacifique, la considération humaine du peuple burkinabé reste un bon souvenir à laisser entendre le chef de l'État béninois en quittant le sol burkinabé. Merci, monsieur le gouverneur. Donc voilà, c'est fait. C'est officiellement lancé la plateforme de Betsila. Par ce clic, les ministres en charge de la famille et de la transition digitale
officialise le lancement de la plateforme digitale d'Aimé Sira. C'est un nouveau cap qui vient d'être franchi dans la politique de gestion des cas sociaux au Burkina Faso. Face aux défis actuels, le gouvernement, à travers le département du lieutenant-colonel Passouene Pelachi Kaboré, mise désormais sur cette solution digitale. Et pour être efficace, nous nous trouvons confrontés à plusieurs défis. Donc nous avons pensé cette plateforme pour nous permettre quand même de relever ces défis. Parce que vous savez que l'environnement socio-politique et les différentes crises que nous traversons ont créé de nouvelles formes de vulnérabilité. Et la prise en charge de ces vulnérabilités nécessite quand même une certaine rapidité sur le terrain. Plus qu'un simple outil technologique, la plateforme d'Aimé Sira se veut le cœur d'une vaste campagne nationale de mobilisation citoyenne. Objectif, renforcer la coordination, garantir la traçabilité des aides et offrir une visibilité totale sur les actions de solidarité avec une vision principale, briser les chaînes de vulnérabilité sociale. D'Aimé Sira, cette plateforme va permettre, lorsque vous mettez de l'argent, si vous le mettez pour un cas spécifique par exemple, vous allez pouvoir savoir si le cas a été pris efficacement en charge et vous allez être heureux d'avoir participé en tout cas à soulager la douleur ou la souffrance d'un compatriote. D'Aimé Sira ne vient pas remplacer les initiatives existantes, rassure le ministre en charge de la famille. La plateforme vient plutôt fédérer et surtout apporter plus de clarté dans les offres de services sociaux. La plateforme va permettre de coordonner les actions. Nous avons beaucoup de personnes qui travaillent dans le social, qui viennent en soutien aux actions de l'État. Avec cette plateforme, nous allons pouvoir rassembler, avoir une certaine synergie d'action. Plus besoin forcément de se déplacer vers un service social pour signaler une situation extrême, soumettre son propre cas, apporter de l'aide à une personne en situation de vulnérabilité. Il suffit de vous rendre sur le site www.solidarité.gov.bf et de suivre la procédure indiquée. Le ministre invite les Burkinabés à faire parler leur cœur en vue de soutenir les personnes vulnérables et accompagner le gouvernement dans cet élan de solidarité nationale. Entre Bamako et Ouagadougou, la communication est directe et quotidienne. Mais cette séance de travail officiel a permis de sceller de nouvelles orientations face à un ennemi commun qui ignore les frontières. Pour le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, l'anticipation passe impérativement par l'implication des populations et des légitimités traditionnelles afin de débusquer les groupes terroristes infiltrés. Aujourd'hui, cette lutte ne peut pas se gagner sans vraiment la bonne information au bon moment. Les terroristes, ils nous voient, ils nous connaissent. Nous, on ne le voit pas. Il est parmi nous. Il infiltre la population par tous les moyens. Et donc aujourd'hui, c'est la population qui peut nous aider vraiment à lutter contre le terrorisme. Nous avons demandé vraiment l'implication de nos compatriotes, de ces légitimités traditionnelles, pour vraiment remonter l'information au bon moment, pour nous permettre d'anticiper. Et nous sommes sur les grands axes, nous sommes dans les villes, nous sommes dans les patrouilles, nous sommes dans les opérations, les postes de sécurité et tout ça. Mais sans une bonne information au bon moment, on ne peut souvent pas anticiper sur certaines nouvelles actions contre nos populations. Avec les autres pays frères de l'AIS, nous partageons, comme je l'ai dit, beaucoup d'informations et nous acquérons aussi beaucoup d'expérience aussi du côté du Burkina. Et c'est aussi ça. Autre dossier brûlant au centre de cette bilatérale, l'effectivité de la Confédération sur le terrain. Les deux ministres ont fermement condamné les rackets et les tracasseries douanières ou policières subies par les citoyens aux frontières, qualifiant ces pratiques d'inadmissibles et contraires à l'esprit d'intégration. La question de la libre circulation a été une question axiale, parce que vous savez tous qu'avec la Confédération, nous devrons tout faire pour que la question de la Confédération soit ressentie au niveau des populations. Et pour que cette Confédération soit ressentie au niveau des populations, cela est nécessaire qu'au niveau des forces de sécurité intérieure, qu'on puisse renforcer la libre circulation de nos populations. Que le Malien se sente
bien au Burkina Faso, que le Burkinabé se sente bien au Niger, que le Nigérien se sente bien au Mali. Donc c'est l'objectif ultime de la Confédération et nous avons beaucoup échangé et je pense que dans les jours à venir, des mesures seront prises pour que les populations ne subissent plus cette question de tracasserie ou de raquettes sur les axes. En initiant à Bamako le lancement des cartes d'identité biométriques de l'AES pour les missions diplomatiques, le Burkina Faso et le Mali réaffirment leur volonté de bâtir un espace sécurisé et unifié, un signal fort envoyé aux populations du Sahel. Appel au renforcement des mécanismes de lutte contre le terrorisme au Mali. Un mot d'ordre du président de la transition, une fois de plus rappelé par 2 membres du gouvernement. À la rencontre des forces vives de la nation ce mardi, le ministre chargé de l'administration territoriale et son collègue de la sécurité ont levé tout équivoque sur les dessins funestes et les modes opératoires des terroristes. Ce que nous attendons des forces vives de la nation, je l'ai rappelé, nous ne demandons pas à ceux qui ne sont pas habilités à faire le combat à la place des gens qui sont formés pour. Quand ils ont des informations, ils peuvent faire passer ces informations acquis de droit et en temps réel. Le ministre de la Sécurité qui est avec moi ici a rappelé les numéros verts. Quand quelqu'un d'étranger vient dans une contrée et personne ne connaît l'intéressé, il faut faire attention, essayer de voir ce que la personne fait. Il y a le ministère de la Culture qui était représenté, au même titre que le ministère de la Jeunesse. On a demandé à ceux qui donnent leurs locaux en bail ou en location de passage pour les gens qui arrivent pour 2 jours, 3 jours. Il ne faut pas qu'on soit seulement focalisé sur l'argent que nous gagnons. Adhésion sans réserve des invités du jour à la cause du Mali suivant les orientations déclinées par les autorités de la transition. Chef coutumier, représentant de la jeunesse, leader religieux, chacun se propose d'explorer de nouvelles pistes dans un futur immédiat. On est en train de préparer un grand rassemblement national pour informer les gens, pour préparer psychologiquement la population malienne, surtout les leaders religieux musulmans, à jouer pleinement leur rôle pour amener la paix et la stabilité au Mali. Qu'on va nous efforcer à partager avec nos communautés et essayer de mobiliser les uns les autres autant que se peut les autorités à gagner ce combat. Nous allons faire tout possible pour informer la communauté chrétienne catholique du Mali, prier à chaque événement, à chaque Eucharistie, à chaque messe pour le pays, pour les responsables, pour les dirigeants de ce pays. Le Récotrade dans toutes les régions du Mali aujourd'hui, nous on communique avec tout le monde pour dire que tout ce que vous avez vu, tout ce que vous entendez, il faut que les autorités soient au courant de ça et dans la bonne discrétion. Nous exhortons la population malienne d'œuvrer pour la stabilité totale dans ces pays, le Mali, et pour que le Mali puisse retrouver sa quiétude d'antan. Cette rencontre est élargie par la suite au gouverneur de région, cette fois-ci en visioconférence. Il s'agira pour ces représentants de l'État de revoir les modes de gestion des forêts, des agences immobilières, mais aussi des lieux de culte. Cela en mettant à contribution toutes les potentialités au niveau local. On a essayé de leur faire comprendre pour qu'ils puissent relayer les nouvelles mesures, sinon les mesures qui sont déjà sur place, mais qu'il faut réactiver. Il y a tout un mécanisme pour que l'information, la bonne information puisse remonter en temps réel. Donc les gouverneurs seront chargés à leur tour de répercuter sur les différentes parties de leur région, à savoir les cercles et puis les arrondissements. Cette série de rencontres s'inscrit dans une logique, celle de faire de la lutte contre le terrorisme une affaire collective. Et chacun, en ce qui le concerne, doit se vertuer pour mériter la confiance en lui placée. Il s'agit à travers